سي الخطاب مرحبا. Donc, avant de donner la parole au professeur Tab, juste pour le choix de cette thématique, comme vous l'avez constaté, donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire quand on découvre un taux de prothrombine, un TP qui est bas. C'est vrai, c'est une situation qui n'est pas rare. Quand c'est dans le contexte, le problème peut-être il est facile, mais parfois quand c'est fortuit, il y a deux approches. Donc peut-être vous avez tous des cas dans votre pratique quotidienne, puisque le TP, il explore et le foie. Donc on est toujours dans cette thématique de l'hépatologie ce soir et de nutrition. Donc on va voir un petit peu deux avis différents peut-être, mais qui vont se compléter. L'avis de gastroentérologue, quand on découvre un TP qui est bas, et bien sûr celui de l'hématologiste. On va voir. Donc je donne la parole au professeur Tab. Faut-il qu'il soit différent? Donc c'est complémentaire. Alors finalement, donc, on va écouter le premier avis, celui de l'hépatogastro. Il est là? Mais c'est impossible qu'on ait deux avis. Parce que ce n'est pas de la politique, c'est le TP. Il explore une voie exogène qu'on va voir tout à l'heure. Mais certainement, M. Khorassani va le dire au contraire, quelque chose qui va être dit auparavant. Ce sont les gastros qui ont posé ce problème? C'est moi qui ai posé la question. Donc, je demanderai aux orateurs de respecter le temps pour ne pas accumuler assez de retard. Donc, 20 minutes de présentation. Il n'y a que c'est Khorassani. 20 minutes, Madame Delessera, je peux l'arrêter à 20 minutes. Merci. Merci, M. Heda. Merci, M. Rtab. Donc, je récidive sur cette place pour vous parler de la place du gastro-entérologue pédiatre dans la baisse du TP. Vous savez tous que le TP explore la voie extrinsèque de la coagulation, cette voie qui concerne en fait les facteurs 2, 7 et le 10, mais aussi la voie commune, comme vous voyez sur le tableau. Et c'est des facteurs qui sont synthétisés par l'hépatocyte. Et quand on dit atteinte hépatique avec TP bas, on dit directement atteinte aussi du facteur 5 et du fibrinogène. Donc, quand est-ce qu'on est sollicité devant une baisse du TP? Eh bien, les situations sont assez limitées, assez connues. C'est quand le clinicien suspecte une insuffisance hépatocellulaire, une cholestase, une malabsorption, ou on est parfois sollicité pour faire des explorations parce qu'on a saigné, parce que le TP est bas. Alors, pour interpréter le TP, il faut passer par un certain nombre de choses. D'abord, il faut éliminer les fausses baisses. Et ça, tout le monde le sait. Les baisses du TP sont très, très fréquentes. Et il faut juste savoir le répéter quand la situation clinique ne prête pas à ça. Alors, effectivement, il faut regarder le contexte clinique. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de s'orienter vers le foie. Quels sont les éléments cliniques qui vont vous orienter vers le foie? Et c'est là où vous allez chercher, en tant que clinicien, l'ictère. Les selles décolorées, on en a parlé tout à l'heure, le syndrome œdémateux, l'asthénie, le syndrome infectieux, les vomissements, la douleur abdominale, des signes d'HTP ou une hépatomégalie qui soit peut-être isolée. Donc, ce sont ces situations-là qui vont nous ramener à consulter un gastropédiatre. Maintenant, il faut savoir très bien que la corrélation entre le degré de l'atteinte hépatique et la baisse du TP est bien établie. Plus cette atteinte hépatique est importante, plus le TP est bas. On admet qu'il est bas inférieur à 70%, mais quand il est inférieur à 50%, c'est un signe de gravité pour lequel il faut envoyer le malade vers une structure spécialisée parce que là, on risque l'encéphalopathie hépatique. Plus le TP est bas, plus le risque d'encéphalopathie hépatique est important. Et il y a des travaux qui ont montré effectivement cette corrélation. C'est ces travaux qui ont comparé la corrélation entre l'atteinte hépatique et les autres paramètres, c'est-à-dire le TP, les transaminases, la bilirubine et les phosphatases alcalines, et on retient finalement que c'est le TP qui est le bon reflet de la sévérité de l'atteinte hépatique.
Maintenant, après le contexte clinique, on interprète un TP en fonction du TCA et du fibrinogène. Et là, je vous invite tout simplement à revisiter ce pas en pédiatrie qui classe tout ce qui est hépatique et malabsorption, peut-être dans le cadre de la carence en vitamine K, dans le bras du TCA allongé. Donc en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, la différence entre la carence en vitamine K et l'insuffisance hépatocellulaire, c'est le facteur 5, c'est le fibrinogène qui sont diminués. Et quand on parle de facteurs vitamino K dépendants, c'est le facteur 2, 7, 9 et le 10 qui peut se voir, qui peuvent être défaillants, que ce soit dans le cadre d'une cholestase, comme on a dit tout à l'heure, ou dans le cadre d'une malabsorption. Donc effectivement, pour s'orienter vers les différentes étiologies, ça ne va être possible que grâce à certains cas cliniques qu'on va visiter ensemble. Et on commence par le premier. Alors il s'agit de l'enfant Akram, qui a 6 ans, qui est vacciné selon le programme national d'immunisation et qui n'a pas de consanguinité. Sauf qu'il a un frère qui est décédé dans un tableau de pâleur cutanéo-muqueuse aiguë. Il est hospitalisé chez nous pour insuffisance hépatocellulaire avec un TP à 37%, ceci pour un contexte clinique qui parle d'ictère, de fièvre et asthénie. À l'examen, on trouve une hépatomégalie molle avec une flèche hépatique à 11. Donc, on fait un premier bilan, bien sûr. L'échographie abdominale montre une petite hépatomégalie homogène, les GOT qui sont très très élevés, les GPT aussi, et une cholestase avec des phosphatases alcalines élevées, gamma-GT élevé, TP à 37%. Alors, l'ammoniémie était là à 78. Bien sûr, là, on doit visiter toutes les étiologies en fonction de l'âge. Il faut connaître les étiologies en fonction de l'âge, mais aussi il faut traquer d'abord les étiologies qui sont curables. Et ça serait dommage de ne pas évoquer des choses qui sont curables et laisser évoluer une insuffisance hépatocellulaire. Alors, le bilan étiologique doit être fait en urgence en visant ces diagnostics-là. Et il faut savoir établir un pronostic en fonction de ce que présente l'enfant comme signe clinique, établir un pronostic et sur ce, démarrer la première prise en charge thérapeutique en fonction. Alors, les causes de l'insuffisance hépatocellulaire après l'âge de 1 an, Akram à 6 ans, donc il faut qu'on parte dans ce sens-là. Et vous voyez la base de la pyramide, elle est représentée par quoi? Elle est représentée d'abord par la pathologie virale, la pathologie infectieuse. Et quand on parle de pathologie infectieuse, il n'y a pas que les virus, il y a aussi les parasites et les bactéries. Et dans les virus, il n'y a pas que les virus à tropisme hépatique, mais il y a aussi les virus à tropisme non hépatique. Alors, bien sûr, on va passer par l'hépatite A d'abord. Et il ne faut pas oublier l'hépatite E, qui doit être très fréquente au Maroc, vu que ça a la même transmission que l'hépatite A, sauf qu'on n'y pense pas beaucoup. Il ne faut pas donc hésiter à faire la sérologie de l'hépatite E, l'hépatite B, oui, et les virus non hépatitiques, notamment le virus de l'herpès. Et s'il y a un virus qui vient après l'hépatite A chez nous, ça doit être l'herpès. D'accord, donc il ne faut pas hésiter non plus à faire cet examen. Le CMV aussi, l'Epstein-Barr, le parvovirus, on passera sur les virus qui peuvent donner l'atteinte hépatitique. Alors certains parasites, je rappelle que l'exemple de la leishmaniose, on a eu de véritables cas d'hépatite leishmanienne ou de cas de syndrome d'activation macrophagique avec insuffisance hépatocellulaire sur leishmaniose, et on peut avoir aussi des bactéries. Alors pourquoi tout ceci? Pourquoi connaître tout ceci? Pour pouvoir décider ou pas en urgence, en fonction du contexte, de démarrer un certain nombre de traitements qui sont par exemple la cyclovir. Donc j'ai dit que l'herpès est très fréquent et à chaque fois qu'on a une hépatite A négative, il faut y penser en premier et peut-être démarrer le traitement en attendant, c'est une urgence, en attendant le bilan. L'antibiothérapie en fonction de l'orientation et le ganciclovir si on est devant une infection à CMV. Maintenant, chez notre cas, les sérologies et la PCR étaient négatives. Et les PCR faites étaient négatives, notamment l'hépatite A, B, CMV, Epstein-Barr, HIV, leishmaniose, leptospirose aussi, et PCR herpès. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait même un bilan d'activation macrophagique qui va revenir négatif. On va faire un bilan toxico qui est négatif. Je reviens pour rappeler la pyramide. Et la pathologie toxique vient en deuxième position après la pathologie infectieuse. Après les toxiques, on doit parler de la pathologie auto-immune en troisième position. Les causes indéterminées de l'insuffisance hépatocellulaire représentent 16% des situations, c'est quand même pas rare. Et après, les maladies métaboliques qui représentent 13% des situations. Donc, dans ce sens, on va aller progressivement pour faire notre bilan. On a fait le bilan toxique qui est négatif.
Et on a demandé aussi un bilan dans le sens de l'hépatite auto-immune, les anticorps anti-muscles, les anticytosols, antinucléaires, et ils étaient négatifs. Alors après, on a continué par le bilan de la maladie de Wilson, parce que c'est la maladie métabolique qu'il faut savoir évoquer en premier, parce qu'elle est traitable, et le bilan cuprique est négatif. Qu'est-ce qu'on fait après, à votre avis? Je passe, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, après, il ne faut pas attendre l'étiologie. Il faut commencer déjà une première prise en charge. Donc, on ne va pas se distraire dans le nombre d'étiologies qu'on peut avoir et dans le nombre de bilans qu'on peut faire. D'abord, la première prise en charge qui va être axée sur les complications de l'insuffisance qu'on connaît. C'est-à-dire il faut éviter l'apparition d'une hypoglycémie, d'une encéphalopathie, d'une hémorragie digestive, de l'infection et de l'œdème cérébral, ça c'est très important. Et il faut lutter contre la dénutrition qui peut s'installer rapidement. Alors sur ceci, nous avons commencé notre première prise en charge chez Akram qui contient en fait le schéma classique que vous connaissez devant une insuffisance hépatocellulaire, plus quelque chose. Alors, le schéma classique, c'est le colaquion, 10 mg par jour en intraveineux, ça je le répète. Perfusion du sérum glucosé pour lutter contre l'hypoglycémie. Régime hypoprotidique, on a souvent tendance à l'oublier. Le lactulose pour éviter l'encéphalopathie hépatique avec la cholémycine. Et la cyclovir. Alors, on a démarré la cyclovir chez lui, vu que c'est une urgence, vu que le tableau clinique était bruyant au départ, et on l'a arrêté une fois on a eu la PCR négative. Avec arrêt de tout médicament hépatotoxique, il ne faut pas oublier ça aussi, et on a rajouté le N-acétylcystéine. Alors, on sait que ce n'est pas une intoxication au paracétamol, on avait déjà fait le bilan toxico qui était négatif, et on l'a fait quand même. Pourquoi ? Parce qu'il y a des travaux, il y a beaucoup de travaux maintenant qui parlent de la place du NAC dans beaucoup de cas ou bien de causes d'insuffisance hépatocellulaire, notamment l'hépatite A. Et il a montré une efficacité et une sûreté de prescription chez ces malades-là, et on a pu récupérer certains de ces malades. Ce n'est pas uniquement dans l'hépatite A qu'il a été utilisé, mais aussi dans d'autres infections, notamment l'infection à virus de la dengue. Et il y a d'autres travaux qui sont venus par la suite pour confirmer ou infirmer cette efficacité du NAC dans les insuffisances hépatocellulaires, qu'elles soient toxiques mais non paracétamol ou non toxiques. Et finalement, le résultat final que je vous donne à la fin, c'est que c'est un médicament qui a une bonne tolérance, une efficacité qui est controversée et qu'il faut encore d'autres travaux pour le généraliser sur toutes les causes, mais on sait au moins que dans l'hépatite A, ça peut être utile. Bien, alors on a mis tout ceci chez Akram, mais on a noté une dégradation clinique. TPA35, ammoniémie qui ne fait que s'élever, les transaminases qui restent toujours très élevées, agitation, troubles de comportement, il a déjà installé son encéphalopathie hépatique, le facteur 5 qui baisse, le PP qui montre une hypogammaglobulinémie, et les anticorps anti-muscles lisses qui sont toujours négatifs, on les a refaits, et la NFS qui a commencé à montrer une pancytopénie, et là je rejoins le cas qui a été présenté tout à l'heure par le professeur Mskini. Au moins, on a 2 cas au Maroc. Alors, devant l'apparition de la pancytopénie, on s'est dit, est-ce qu'il prépare un choc septicémique? Il a un état général qui n'est pas du tout satisfaisant. On a commencé une antibiothérapie et même un antifongique. Et c'est là où on a commencé à douter. Est-ce qu'il y a une dysimmunité puisqu'il a fait installer une pancytopénie? Nous n'oublions pas qu'il avait perdu un frère dans un contexte d'anémie aiguë. Est-ce que c'est une hépatite auto-immune? Séro-négatif, parce qu'on avait fait les sérologies qui étaient négatives. Alors, on a commencé le traitement, corticothérapie et azathioprine, c'est le protocole actuel, il faut commencer les deux en même temps. Et on a même lancé un appel auprès des services de réanimation et de chirurgie pédiatrique pour transplantation hépatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Amélioration progressive, clinique et biologique. Début d'augmentation du TP après 1 semaine de traitement. Le recul après 4 ans maintenant. Récupération presque totale des capacités neuro-intellectuelles alors qu'il était vraiment en encéphalopathie stade sévère. TP normal actuellement, NFS normal actuellement. Professeur Hibibi le connaît très bien, ce malade. Il a une NFS qui est tout à fait normale maintenant. Et il n'a plus refait d'ictère. Qu'est-ce qu'on trouve quand on cherche des observations pareilles? Eh bien, c'est un syndrome qui est assez particulier, qui est appelé hépatitis aplastique anémia. C'est l'association d'une hépatite auto-immune avec une aplasie médulaire. C'est une entité rare qui fait que moins de 10% de toutes les hépatites auto-immunes de l'enfant. Et il connaît vraiment une prédominance masculine, contrairement à l'hépatite auto-immune qui est plus fréquente chez la fille. Et elle est souvent viro-induite.
soit par des virus hépatitiques ou non hépatitiques. Il a un début aigu, mimant une hépatite virale aiguë fulminante, absence de marqueurs sérologiques. Et c'est ça l'essentiel dans cette observation, c'est de dire qu'on peut avoir une hépatite auto-immune avec des marqueurs qui sont négatifs. Hypogammaglobulinémie, c'est ce qui corrèle très bien avec notre observation. Le diagnostic est le même, histologique, et la pancytopénie, soit elle va s'installer d'emblée, soit elle sera retardée de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Donc, c'est des malades qui sont à surveiller, en tout cas. Alors maintenant, Akram, est-ce qu'il fait partie des malades qu'on aurait dû perdre pour insuffisance hépatocellulaire pour cause indéterminée? D'ailleurs, on a perdu beaucoup de cas et on étiquetait cause indéterminée souvent pour un certain nombre de malades. Mais celui-là, il a été sauvé par traitement par corticothérapie immunosuppresseur. Donc, toute hépatite aiguë, c'est-à-dire transaminasémie très élevée, TP très bas, non liée au virus de l'hépatite A, chez l'enfant, doit faire évoquer la possibilité d'une hépatite auto-immune. C'est une urgence diagnostique, c'est traitable et on évite l'évolution rapide vers la cirrhose. Deuxième cas clinique, cécémie. Alors là, on baisse dans l'âge. Cécémie qui a 2 mois, pas de consanguinité, grossesse bien suivie, sérologie maternelle sans particularité. Accouchement à terme avec un poids de naissance qui est correct. Il est sous allaitement maternel exclusif. Il a un syndrome hémorragique et des vomissements depuis 3 semaines. Alors, à l'examen, on trouve un ictère cutanéo-muqueux, une hypotonie et une hypotrophie. Quel est votre diagnostic ou bien quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Alors, pour passer vite, il a un TP à 40%, une glycémie à jeun à 0,4 et des transaminases à 3 fois la normale. Il est en insuffisance hépatocellulaire avec cytolyse modérée. Et là, on doit revoir notre liste des étiologies des insuffisances hépatocellulaires chez les nourrissons de moins d'1 an. Et vous voyez que maintenant, la base de la pyramide s'inverse un peu pour parler surtout des maladies métaboliques à cet âge. Et les maladies métaboliques, on commence, comme j'ai dit tout à l'heure, par les causes les plus traitables, les causes curables. Galactosémie, tyrosinémie, fructosémie, ou bien les causes qui ne sont pas très traitables, la cytopathie mitochondriale et autres. Bien. Alors, effectivement, on guette les maladies qui sont traitables, notamment les 3 premiers. Et chez ce malade, qu'est-ce qu'il fallait faire? Éviction du lait maternel. Donc, on considère comme galactose ou comme galactosémie ou comme fructosémie jusqu'à preuve du contraire. Et on doit arrêter tout de suite, avant de faire tout bilan étiologique, l'apport du lactose, tout simplement. Alors, effectivement, arrêt de l'allaitement maternel est mis sous lait sans lactose et on n'a pas transfusé parce qu'il a nécessité des transfusions, cet enfant. On ne l'a pas transfusé avant de faire le prélèvement pour faire le spot test parce que c'est un dosage de l'activité enzymatique intra-érythrocytaire. Il ne faut pas oublier ce petit détail. Et on l'a mis sous vitamine K injectable avec du PFC parce qu'il avait saigné. Alors, la place du PFC dans l'insuffisance hépatocellulaire, c'est en cas de saignement. Donc, disparition des vomissements, du syndrome hémorragique, et c'est amélioré. Et c'était bien une galactosémie avec un spot test qui est revenu positif. Donc, je passe peut-être sur les rappels de la galactosémie, juste pour dire que c'est une urgence, qu'il ne faut pas attendre le bilan étiologique. Il faut démarrer le régime sans lactose. Tout de suite. Alors, 3e cas clinique, Ali qui a 18 mois. Il a une consanguinité de 1er degré, retard staturopondéral à -2 déviation standard, diarrhée chronique. Depuis 6 mois, pâleur cutanéo-muqueuse. Et son premier bilan à son admission montre un TP à 58%, une anémie hypochrome microcytaire, des transaminases à 4 fois la normale, une hypoalbuminémie. Maladie cœliaque. Oui, c'est ce qui vient d'abord à l'esprit, bien sûr. Maladie cœliaque devant toute diarrhée chronique, déficit immunitaire, il a une hypotrophie, diarrhée chronique, mucoviscidose, AP élevé, d'autres diagnostics qu'on peut évoquer en fonction de l'évolution. Effectivement, c'est ce qu'on fait d'abord. Les anticorps antitransglutaminase IgA négatifs. Anticorps antitransglutaminase IgG positif à 50. Régime sans gluten démarré devant les anticorps anti-IgG qui sont positifs, avec traitement des carences. On peut discuter, bien sûr, après. Alors, après 3 mois d'évolution, déjà, on a eu une amélioration sur 3 mois, mais après les 3 mois, la maman rapporte la réapparition de diarrhée depuis 2 semaines. Et je vous aide un peu plus, c'est des diarrhées qui sont graisseuses. Et elle rapporte la notion d'une infection respiratoire qui a traîné un peu dans le temps. Donc, à l'examen, il avait un poids et une taille qui sont stationnaires, malgré ces 3 mois de régime. Il est toujours dénutri avec des œdèmes. Il a toujours un TP à 60, une cytolyse pareille. Je vous laisse un peu réfléchir, mais je dois passer rapidement.
Et on a fait un bilan d'insuffisance pancréatique puisque les diarrhées sont graisseuses. Et on tombe sur une insuffisance pancréatique exocrine avec une stéatorée élevée et la stase fécale qui est basse. Alors, devant la notion de consanguinité, l'infection traînante, on pense à une mucoviscidose et on fait bien sûr le test de la sueur qui va revenir positif avec un test génétique qui le confirme. Alors maintenant, on peut discuter l'observation anticorps transglutaminase. On ne se base pas sur les IgG déjà, mais c'est sur les IgA d'abord, et pas vraiment sur un taux qui est faible à 50. Et on devrait faire une biopsie jejunale chez cet enfant-là pour s'assurer du diagnostic avant de commencer le régime. Mais il faut surtout insister sur le suivi d'un malade qui est soit diagnostiqué formellement, soit qui est suspect de maladie cœliaque. Donc même si on le met sur régime, il faut le suivre et c'est au cours du suivi qu'on va avoir beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il y a une association maintenant? Eh bien, effectivement, on a noté quelques associations de la mucoviscidose, c'est ce que vous voyez plus bas, avec la maladie cœliaque et avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et le TP bas avec mucoviscidose est expliqué par beaucoup de choses, notamment par l'insuffisance pancréatique exocrine, la malabsorption, la maldigestion des vitamines ADEC, la cholestase, pareil dans le même sens, l'insuffisance hépatocellulaire sur HTP et l'association à d'autres pathologies, comme j'ai dit. Donc, je passe au quatrième, peut-être, cas clinique. Fatem Zahra, qui est âgée de 4 ans. Elle est vaccinée selon le PNI, elle aussi, pas d'antécédent particulier. Elle se présente pour ictère plus asthénie depuis 3 jours. Alors, à l'examen, elle est fatiguée, elle a un ictère sur fond rose, petite hépatomégalie douloureuse, sans splénomégalie, elle a des traces d'épistaxis, pas de signe neurologique, dextro à 0,5. Donc, je passe. Elle a une hépatite A. Elle a une hépatite A avec des transaminases très élevées, comme le veut le cas, TPA 50, etc. Donc IgA positif. Hospitalisation, traitement symptomatique, bonne évolution clinique, disparition de l'ictère et amélioration du TP avec une baisse des transaminases. Donc on est bon. Elle est sortie. Après 15 jours, elle est revue aux urgences. Ictère qui réapparaît. Dextro qui est correct avec un TP qui est toujours bas à 48. Donc on se dit, est-ce que c'est une rechute? Est-ce que c'est la deuxième phase de l'hépatite A, sachant que 3 à 21% des cas vont évoluer vers ça, et prise en charge pareil. Alors, je passe vite parce que le temps est terminé, pour dire qu'on peut accepter la forme prolongée au-delà de 1 mois, et même jusqu'à l'âge de 6 mois, mais d'une asthénie, ou bien d'une hypertransaminasémie, mais pas de l'ictère. Alors, un ictère persistant sur une hépatite A après 1 mois, ça doit nous faire réfléchir à autre chose. Et c'est là où on va continuer notre démarche et on va tomber sur une hépatite auto-immune là aussi. Et je peux m'arrêter là puisque le temps nous presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Edrissi, pour cette excellente présentation. Vous voyez que un TP bas, donc c'est la porte d'entrée de plusieurs diagnostics, d'où le sens clinique qui est très important. Donc merci. Donc on aura par la suite la discussion.